J'ai changé d'état, j'ai été promu, et personne dans ma famille ne l'a remarqué. Puis, ma cousine a posté une photo de mon appartement. Soudainement, maman m'a envoyé un SMS, tu pourrais le vendre, pour aider ta sœur. La notification est arrivée à 7h43, un mardi matin. Je me tenais dans ma cuisine, tenant une tasse de café, qui coûtait plus cher que tout mon budget de courses hebdomadaires d'autrefois, en regardant le lever du soleil peindre le port de Boston, dans des tons orange et or, à travers des baies vitrées du sol au plafond. Je n'arrivais toujours pas à croire que tout cela était à moi. Maman, tu pourrais le vendre pour aider ta sœur. Pas de félicitations. Pas de quand est-ce que c'est arrivé? Pas de je suis fier de toi. Juste une suggestion désinvolte, me proposant de liquider la plus grande réussite de mes 32 années sur cette planète, pour renflouer ma petite sœur, encore une fois. Je devrais reprendre depuis le début. Je m'appelle Denise, et j'ai passé les 3 premières décennies de ma vie à être invisible. Le syndrome de l'enfant du milieu ne commence même pas à décrire la situation. Mon grand frère, Marcus, était le garçon en or. Une bourse d'études complète pour l'UCLA, marié à son amour de jeunesse, et il a donné à mes parents 2 petits-enfants parfaits, avant même d'avoir 28 ans. Ma petite sœur, Bethany, était le bébé, celle qui ne pouvait rien faire de mal, même quand elle faisait tout de travers. Et moi, j'étais la fille stable, la fille fiable, celle qui n'avait besoin ni d'attention, ni d'aide, ni de reconnaissance, parce que je m'en sortais très bien. J'ai grandi à Sacramento, en Californie, dans une modeste maison de 3 chambres, où mes parents vivent encore. Papa travaillait pour le service des eaux de la ville. Maman était réceptionniste, dans un cabinet dentaire. Nous n'étions pas pauvres, mais nous ne roulions pas sur l'or non plus. Il y avait toujours un calcul en cours. Pouvions-nous nous offrir ceci? Devrions-nous nous passer de cela? Peut-être l'année prochaine. J'ai appris très tôt, que demander des choses ne servait à rien. Quand j'avais 14 ans, j'ai atteint les finales régionales, pour un concours de sciences à San Francisco. Les frais d'inscription s'élevaient à 75 €. J'ai montré le formulaire d'autorisation à mes parents, la poitrine gonflée de fierté, certaine qu'ils seraient ravis. Papa y a jeté un coup d'œil, pendant une page de publicité. C'est le même week-end que le spectacle de danse de Betty. On ne peut pas rater ça. Mais ce sont les régionales, ai-je dit. Mon professeur a dit que je pourrais vraiment gagner. Maman m'a tapoté la main. Il y aura d'autres concours, ma chérie. Ta sœur s'entraîne depuis des mois. Il n'y a pas eu d'autres concours. Du moins, pas de ceux dont j'ai pris la peine de parler. Quand Marcus a été accepté à l'UCLA, mes parents ont organisé une fête dans le jardin, 30 personnes, un gâteau géant de la boulangerie chic, et des toasts au champagne. Quand je suis entré à l'université de Boston, 3 ans plus tard, avec une bourse partielle, maman a envoyé un emoji pouce en l'air, dans le groupe de discussion familiale. J'ai cumulé 3 emplois, pour couvrir ce que mon aide financière ne payait pas. J'ai obtenu mon diplôme, avec une licence en analyse de données, et 47 000 € de prêts étudiants. Je suis retourné vivre à la maison, parce que je ne pouvais pas payer un loyer à Boston. J'ai passé 2 ans à travailler dans une start-up technologique à Sacramento, dormant dans ma chambre d'enfant, avec ses murs violets délavés, et mes posters du lycée. Bethany a abandonné l'université communautaire, après un seul semestre. Elle a dit que ce n'était pas son style. Mes parents ont hoché la tête avec compassion, et l'ont laissé revenir vivre à la maison, sans payer de loyer, pendant qu'elle se cherchait. Elle s'est trouvée, en travaillant à temps partiel chez Sephora, et en sortant avec un gars nommé Trevor, qui vendait de l'herbe, et jouait dans un groupe qui n'avait jamais vraiment de concert. Marcus a gravi les échelons, dans une agence de marketing. Sa femme, Amanda, était infirmière en pédiatrie. Ils ont acheté une maison dans la banlieue de Sacramento, avec une piscine, et un garage pour 3 voitures. Chaque dîner du dimanche, chez mes parents, devenait une vitrine de leur dernière rénovation, ou de leurs vacances en famille. J'ai gardé la tête baissée, et j'ai travaillé. J'étais doué dans ce que je faisais, vraiment doué. Je pouvais regarder des données brutes, et y voir des schémas, que les autres ne remarquaient pas. Je traduisais des métriques compliquées, en stratégies qui avaient du sens. Mon patron, à la start-up, l'a remarqué. Tout comme une directrice régionale, lors de sa visite depuis notre siège social à Boston. L'offre d'emploi est arrivée un jeudi, en mars.
Un poste d'analyste de données senior. Un salaire à m'en faire pleurer les yeux. Une prime de déménagement. Une date de début, dans 6 semaines. Je l'ai annoncé à ma famille, ce dimanche-là, au dîner. Boston, a froncé maman, comme si j'avais dit que je déménageais sur Mars. C'est une énorme opportunité, ai-je expliqué. Le salaire est presque le double de ce que je gagne actuellement, et il paie mon déménagement. Mais tu viens juste de t'installer ici, a dit papa, concentré à couper son rôti. Marcus a levé les yeux de son téléphone. Boston, c'est cher, par contre. Tu es sûr de pouvoir t'en sortir? Le salaire couvre largement tout ça, ai-je répondu, en essayant de ne pas paraître sur la défensive. Bethany a bâillé. Ça a l'air froid. C'était tout. L'étendue de leur réaction. Amanda a posé quelques questions polies sur l'entreprise. Les enfants de Marcus m'ont montré une vidéo d'un chat, qu'ils avaient vu sur YouTube. La conversation a dévié sur la prochaine promotion de Marcus, et sur un problème de plomberie chez lui. J'ai pris l'avion pour Boston, 2 semaines plus tard, pour chercher un appartement. J'ai trouvé un 2 pièces à Brookline, qui n'était pas luxueux, mais qui était à moi. La start-up m'a organisé un pot de départ. Mes collègues semblaient plus excités par mon nouveau poste, que ma propre famille ne l'avait été. Maman m'a appelé la veille de mon vol. N'oublie pas d'envoyer un SMS quand tu atterris, et donne-nous ta nouvelle adresse. Je le ferai. Oh, et ma chérie. Sa voix a changé, prenant ce ton qui signifiait qu'une faveur allait arriver. Pourrais-tu prêter 2000 € à Bethany, avant de partir? Elle en a besoin pour le premier et le dernier mois de loyer, d'un appartement avec Trevor. Mon estomac s'est noué. Maman, j'ai besoin de cet argent pour mon déménagement. Je lui ai déjà donné 1500 € l'année dernière, qu'elle ne m'a jamais remboursé. Elle fait vraiment des efforts, cette fois, Denise. Elle ne peut pas continuer à vivre à la maison. Tu sais à quel point c'est dur, dehors, pour les jeunes. Je suis une jeune, ai-je dit doucement. Tu t'en sors très bien. Tu as ce grand travail chic, maintenant. Elle a besoin d'aide. Je ne lui ai pas donné l'argent. Cela a provoqué une guerre froide de 3 jours, pendant laquelle maman a envoyé des SMS passifs-agressifs, sur le fait que la famille doit s'entraider. Et Bethany a posté des stories sur Instagram, parlant des fausses personnes, qui oublient d'où elles viennent. J'ai déménagé à Boston par un matin pluvieux d'avril. Mes parents n'ont pas proposé de m'aider à faire mes cartons, ni de me conduire à l'aéroport. Marcus m'a envoyé un SMS pour me souhaiter bonne chance. Bethany ne m'a même pas fait signe. Le nouveau travail était intense, mais incroyable. Je travaillais avec une équipe de personnes brillantes, sur des projets qui comptaient vraiment, analysant les modèles de comportement des consommateurs pour de grands clients du commerce de détail, et présentant nos conclusions à des cadres, qui nous écoutaient. Et mettaient en œuvre nos recommandations. Ma patronne, Catherine, était une femme d'une 50aine d'années, qui avait bâti sa carrière sur le fait d'être plus vive d'esprit que tous les autres dans la pièce. Elle m'a prise sous son aile, et m'a poussé plus fort que quiconque ne l'avait jamais fait. Au bout de 6 mois, je dirigeais mes propres projets. 1 an plus tard, je gérais une petite équipe. Au bout de 18 mois, Catherine m'a convoqué dans son bureau, un vendredi après-midi. « Que penses-tu de Chicago ?» a-t-elle demandé. Je n'y suis jamais allé. Tu es sur le point de très bien la connaître. Nous ouvrons un nouveau bureau régional, et je veux que tu diriges le département d'analyse. Un poste de niveau directeur, avantages complets, départ dans l'entreprise, un salaire dont nous pourrons discuter, mais je te promets que le chiffre te plaira. Directrice, à 31 ans. J'ai dit oui, avant même qu'elle n'ait fini d'expliquer les détails. Le poste à Chicago s'accompagnait d'une prime de déménagement suffisamment importante, pour que je puisse enfin acheter, au lieu de louer. J'ai passé 3 semaines à regarder des annonces en ligne, pour finalement jeter mon dévolu sur un appartement de 3 pièces, à Lincoln Park, avec des murs en briques apparentes, des appareils électroménagers modernes, et des fenêtres qui donnaient sur une rue bordée d'arbres. Le crédit immobilier était inférieur à ce qu'avait été mon loyer à Brookline. J'ai signé en novembre, j'ai emménagé en décembre, et j'ai commencé le nouveau poste en janvier. L'hiver de Chicago a frappé plus fort que celui de Boston ne l'avait jamais fait. Le vent venant du lac Michigan semblait personnel, transperçant chaque couche de vêtements que je possédais. Mais il y avait aussi quelque chose de stimulant là-dedans,
dans le fait de repartir à zéro, dans une ville où personne ne me connaissait comme l'enfant du milieu invisible, ou la fille fiable qui ne se plaignait jamais. Ma première semaine dans le nouveau bureau a été un tourbillon de présentations, et de sessions de planification stratégique. L'équipe dont j'avais hérité était sceptique. Je pouvais le voir sur leur visage, lors de notre première réunion. Leur précédent directeur était dans l'entreprise depuis 15 ans, avant de prendre sa retraite. Maintenant, ils avaient une femme de 31 ans, venue de Boston, qui leur disait comment les choses allaient fonctionner. Je n'ai pas essayé de les conquérir par la gentillesse. Je les ai conquis, en étant meilleur dans mon travail qu'ils ne l'attendaient. En moins de 2 semaines, j'avais identifié des inefficacités dans leur flux de travail, et proposé des solutions, qui ont réduit le délai d'exécution de leur projet de 30%. Dès la 3e semaine, le scepticisme avait laissé place au respect. Mon nouvel appartement, ma nouvelle maison, devais-je sans cesse me rappeler, s'est lentement transformé, passant d'une coquille vide, à quelque chose qui me ressemblait. J'ai acheté de vrais meubles, au lieu des trucs bon marché en aggloméré, dont je m'étais contenté pendant des années. Un vrai cadre de lit, un canapé qui ne me faisait pas mal au dos, des ustensiles de cuisine allant au-delà du strict minimum, parce que j'en avais marre de manger des plats à emporter, et de faire semblant de ne pas avoir le temps de cuisiner. Chaque achat me semblait important, comme si je ne construisais pas seulement une maison, mais aussi une identité. C'est qui je suis maintenant, pensais-je, en choisissant des coussins décoratifs, ou en débattant des couleurs de peinture, pour le mur d'accentuation. Quelqu'un qui a des coussins décoratifs, quelqu'un dont les murs ne sont pas simplement d'un blanc vide. Les fêtes sont arrivées vite. J'ai travaillé pendant Thanksgiving, me portant volontaire pour remplacer les membres de l'équipe qui avaient une famille, parce que, qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Prendre un vol pour Sacramento, et m'asseoir à une table où personne ne me poserait de questions sur ma vie? Catherine a renvoyé tout le bureau de Chicago à la maison, avec des paniers cadeaux haut de gamme, et le mien est resté sur mon comptoir pendant 3 jours, avant que je ne l'ouvre. À l'intérieur, se trouvait un petit mot manuscrit. Merci d'avoir rendu cette transition si fluide. Tu es exactement là où tu es censé être. J'ai pleuré en le lisant. De vraies larmes, sur un mot de ma patronne, parce que c'était la première fois, depuis des mois, que quelqu'un reconnaissait ce que j'avais accompli. Noël a été pire. Le groupe de discussion familiale s'est rempli de photos, les enfants de Marcus ouvrant leurs cadeaux, Bethany et Trevor chez mes parents, ayant l'air d'avoir la gueule de bois mais heureux, et le sapin de ma mère, décoré avec soin. J'ai envoyé un message générique de Joyeux Noël, et je n'ai reçu en retour qu'un pouce en l'air de papa, et rien d'autre. J'ai passé le jour de Noël à marcher le long du bord du lac, emmitouflé dans mon nouveau manteau d'hiver, à regarder les familles patiner sur la glace, et les couples se tenir la main, en ressentant cette solitude si particulière, celle d'avoir choisi sa propre voie. C'était le bon choix. Je le savais, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles pour autant. Janvier a apporté une mentalité de nouveau départ, dans laquelle je me suis plongé à fond. J'ai mis en place des entretiens individuels, avec chacun des membres de mon équipe, en écoutant vraiment leurs objectifs de carrière, et leurs frustrations. J'ai lancé un atelier hebdomadaire d'analyse, pour partager des techniques, et favoriser la collaboration. J'ai établi des relations avec nos clients clés, grâce à des visites sur site, et des sessions de stratégie, qui allaient bien au-delà des rapports trimestriels habituels. Le travail était prenant, mais satisfaisant, d'une manière que mes postes précédents n'avaient jamais été. Pour la première fois, je ne faisais pas qu'exécuter la vision de quelqu'un d'autre. Je créais la mienne. J'ai posté exactement une seule photo sur mon Instagram personnel, une vue de mon salon vide, avec des cartons de déménagement empilés contre le mur de briques, avec la légende « Nouvelle ville, nouveau chapitre ». Mon Instagram était privé, avec seulement environ 80 abonnés, la plupart étant des amis d'université, et d'anciens collègues. Ma famille ne me suivait pas sur les réseaux sociaux. Je le savais, parce que j'avais posté de nombreuses photos de Boston, au cours des 2 dernières années, le port, le feuillage d'automne dans le parc, mon petit mais fier appartement de Brookline, et je n'avais reçu aucune réaction de leur part. Le seul membre de la famille qui me suivait était ma cousine Ashley, la fille de mon oncle Derrick, avec qui je m'étais toujours bien entendu lors des réunions de famille, même si nous ne nous parlions que rarement en dehors. Ashley a liké la photo, et a commenté « Félicitations » avec 3 émojis cœur. 3 mois ont passé. J'ai fait des journées de 14 heures, pour rendre le bureau de Chicago opérationnel, embaucher du personnel, établir des protocoles,
et nouer des relations avec nos clients du Midwest. J'étais doué pour ça, meilleur que je ne l'avais espéré. Catherine appelait tous les mois pour prendre des nouvelles, terminant toujours la conversation par des éloges, que je n'étais toujours pas habitué à recevoir. Une victoire en particulier se démarque. Nous avons décroché un contrat avec un grand client de la vente au détail en février, après une présentation que j'avais passé 3 semaines à perfectionner. Le PDG du client m'a serré la main à la fin, et a dit « Vous venez de nous faire économiser environ 2 millions d'euros en coûts opérationnels. Quand pouvez-vous commencer ?» Mon équipe a fêté ça, en prenant des verres dans un bar près du bureau. En les regardant rire, et porter un toast à notre succès, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de réel ici. Pas seulement un département, mais un groupe de personnes, qui me faisaient confiance, et respectaient ce que j'apportais à l'entreprise. Dans le train du retour ce soir-là, un peu pompette après 2 verres de vin, et planant sur l'euphorie de la victoire, j'ai failli envoyer un SMS à ma mère. J'ai failli lui envoyer un message, à propos du client, du contrat, de la validation. Mon pouce a plané au-dessus de son nom, dans mes contacts, pendant une bonne minute, avant que je ne range le téléphone. Quel en aurait été l'intérêt? Elle m'aurait répondu quelque chose de minimaliste, ou pire, elle aurait trouvé un moyen de rediriger la conversation, sur la dernière réussite de Marcus, ou la dernière crise de Betty. J'en avais marre de servir mes victoires sur un plateau, juste pour les voir rejetées, ou ignorées. J'ai meublé mon appartement lentement, avec soin. Un vrai canapé, au lieu du futon que j'avais eu à Boston. Une table à manger pouvant asseoir 6 personnes, même si je mangeais seul. Des œuvres d'art, qui n'étaient pas de simples posters. Je me construisais une vie, qui semblait solide, permanente, à moi. Le groupe de discussion familiale a continué sans moi, pour la plupart du temps. Marcus postait des photos des matchs de foot de ses enfants, et de leurs spectacles scolaires. Bethany partageait des mèmes, et des selfies. Maman envoyait des articles sur la santé, ou des rappels pour vérifier les détecteurs de fumée. Et papa intervenait de temps en temps, avec des blagues de papa que personne ne relevait. J'ai posté une fois, en février, officiellement installé à Chicago. Le nouveau travail se passe super bien. Maman, c'est bien, ma chérie. Marcus, yep. Bethany, aucune réponse. En mars, j'ai été de nouveau promu, de directrice adjointe à directrice des opérations d'analyse, supervisant 3 équipes régionales. Cela s'est accompagné d'une nouvelle augmentation de salaire, d'une structure de primes, et de mon nom sur la page direction du site web de l'entreprise. J'ai pris une capture d'écran de l'email d'annonce, et je l'ai fixée pendant 5 minutes, avant de la fermer, sans la partager. À quoi bon? Fin mars. Ashley est venue à Chicago, pour une conférence professionnelle. Nous nous sommes retrouvés pour dîner, dans un restaurant italien près de chez moi, la première fois que je voyais un membre de ma famille, depuis mon déménagement sur la côte est. Cette ville est magnifique, a-t-elle dit, au-dessus de ses pâtes carbonara. Bien plus propre que je ne l'imaginais. On s'y attache vite, ai-je admis. Comment va tout le monde, au pays? Elle a fait une grimace. Oh, tu sais, même drame, différents jours. Ta mère a aidé Bethany et Trevor à payer leur loyer, parce qu'apparemment, aucun d'eux ne peut garder un boulot plus de 3 mois. Ça ne m'étonne pas. Marcus fait du Marcus. Tu as appris qu'Amanda est de nouveau enceinte? Je ne savais pas. C'est super. 3e enfant. Ashley a levé les yeux au ciel. Ta mère est aux anges. Elle parle constamment de la famille de Marcus. Pendant ce temps, ma mère n'arrête pas de demander pourquoi je ne suis pas encore marié, comme si, être célibataire à 29 ans, c'était une sorte d'échec personnel. Nous avons passé le reste du dîner à échanger des histoires, sur les dysfonctionnements de nos familles respectives, et ça faisait du bien d'en rire, avec quelqu'un qui comprenait. Après le dîner, je l'ai raccompagné vers son hôtel, en prenant un chemin qui passait devant mon immeuble. Attends, tu habites juste là. Ashley s'est arrêtée devant mon bâtiment, une magnifique usine rénovée, avec ses fenêtres d'origine, et ses ferronneries décoratives. 3e étage. J'ai pointé du doigt mes fenêtres, une lumière chaleureuse brillant derrière les rideaux. Je peux voir? J'ai le temps, avant de devoir rentrer. J'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Bien sûr. Nous avons pris l'ascenseur, et j'ai déverrouillé la porte de chez moi, la voyant soudainement à travers les yeux de quelqu'un d'autre.
le mur d'accent en briques apparentes dans le salon, la cuisine avec ses plans de travail en granit, et ses appareils en acier inoxydable, les œuvres d'art que j'avais soigneusement choisies, les étagères encastrées que j'avais déjà remplies, les fenêtres donnant sur la rue. Où les arbres de printemps commençaient tout juste à bourgeonner. Denise. Ashley s'est arrêtée au milieu du salon, tournant lentement sur elle-même. Cet endroit est incroyable. Genre, légitimement magnifique. Merci. C'est un travail en cours. Et tu es propriétaire de ça? Ouais. J'ai signé en novembre. Elle a sorti son téléphone. Je prends des photos. Mon appartement ressemble à une chambre d'étudiant à côté de ça. Tu n'es pas obligé. Trop tard. Elle prenait déjà des photos, le salon, la cuisine, la vue depuis les fenêtres. Je peux en poster une. Mes amis ne croiront jamais que c'est réel. J'aurais dû dire non. J'aurais dû anticiper ce qui allait se passer. Mais l'excitation sincère d'Ashley m'a fait me sentir remarqué, d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. Alors, j'ai hoché la tête. Elle a posté une photo de mon salon, avec la légende, le nouvel endroit de ma cousine à Chicago. Objectif désigné d'intérieur vie d'adulte fille de la ville. Je n'y ai plus pensé. Ashley est rentrée chez elle le lendemain. Je suis retourné au travail, gérant une crise avec une présentation client, et faisant passer des entretiens à des candidats, pour 2 postes ouverts dans mon équipe. Le SMS de maman est arrivé 4 jours plus tard. 7h43, un mardi matin. Le café à la main, le lever du soleil sur le port. Le téléphone qui vibre sur le comptoir. Maman, tu pourrais le vendre pour aider ta sœur. Je l'ai lu 3 fois, attendant que mon cerveau lui donne un sens. Il n'y avait pas de contexte, pas de préambule, juste cette phrase unique, chargée de tellement d'audace, que j'ai failli lâcher ma tasse. Mon téléphone a sonné immédiatement. C'était maman qui appelait. J'ai répondu. Allô? Tu as vu mon SMS? Pas de salutation, pas de chaleur. Je l'ai vu. Alors, tu vas y réfléchir? Réfléchir à quoi, exactement? Vendre ton appartement. Elle a dit ça, comme si je faisais exprès d'être stupide. Ashley a posté des photos. C'est un très bel endroit, Denise. Il doit valoir beaucoup d'argent. Et tu veux que je le vende, parce que ta sœur a besoin d'aide. Trevor a encore perdu son travail, et ils sont sur le point d'être expulsés. Si tu vendais ton appartement, tu pourrais lui donner assez pour un acompte sur quelque chose. L'aider à se stabiliser. Je me suis appuyé contre le comptoir, essayant d'assimiler les couches de sentiments de droit absolu, que contenait cette déclaration. Maman, je viens d'acheter cet endroit, il y a 4 mois. Je ne le vends pas. Mais tu n'as pas besoin de quelque chose d'aussi grand. Tu n'es qu'une seule personne. Tu pourrais louer un studio, ou quelque chose de moins cher, et utiliser la différence pour aider la famille. J'ai travaillé pour ça. Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Je ne vends pas ma maison. C'est très égoïste, Denise. Son ton est devenu glacial. La famille est de la famille. Nous avons toujours été là pour toi. La question est sortie, avant que je ne puisse m'en empêcher. Quand avez-vous été là pour moi? Pardon? Cite-moi une fois. Une occasion spécifique, où tu m'as soutenu de la même manière que tu soutiens Bethany, ou célébré de la même manière que tu célèbres Marcus. Silence. J'ai traversé le pays 2 fois pour déménager, et tu n'as même pas pris la peine de m'aider à faire mes cartons, ou de dire quoi que ce soit d'autre que c'est bien. J'ai eu 3 promotions en 3 ans, et tu ne m'as jamais posé une seule question sur mon travail. Tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux. Tu ne savais même pas que j'étais propriétaire d'un appartement, jusqu'à ce qu'Ashley poste une photo. Tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble ma vie, parce que tu n'as jamais demandé. Nous sommes une famille occupée. Non. Mes mains tremblaient. Tu trouves du temps, pour ce qui compte pour toi. Marcus compte. Ses enfants comptent. Bethany compte, même quand elle fait constamment n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais compté. Je finance ma propre vie, depuis que j'ai 18 ans. Et maintenant que j'ai enfin du succès, tu veux que je donne tout ça, à quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour obtenir quoi que ce soit.
Bethany a eu des difficultés. On a tout donné à Bethany sur un plateau, et elle a tout gâché. J'ai payé pour mes études. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai reconstruit ma vie entière, dans des villes où je ne connaissais personne. Et je l'ai fait, sans te demander un centime, parce que je savais que tu ne me le donnerais pas de toute façon. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'a jamais été juste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement fort, que j'ai dû poser mon téléphone. Il a de nouveau sonné. J'ai rejeté l'appel. Il a encore sonné. Rejeté. Un SMS de Marcus, maman a dit que tu lui avais crié dessus. Qu'est-ce qui se passe? Puis Bethany, waouh. Donc, tu ne veux même pas aider ta propre sœur. C'est bon de savoir que tu ne te soucies que de toi-même. Puis de nouveau maman, nous sommes très déçus de toi, après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est ainsi que tu traites ta famille. J'ai retourné mon téléphone face contre table, et je me suis préparé pour aller travailler. Le bombardement a continué toute la journée. SMS après SMS, appel en absence après appel en absence. Le soir, le groupe de discussion familiale était une zone de guerre. Marcus, Denise, tu dois t'excuser auprès de maman. Elle est vraiment bouleversée. Bethany, bien sûr, Denise devient riche et oublie tout le monde. Typique. Maman, je n'arrive pas à croire que j'ai élevé une fille aussi égoïste. Papa brisant son silence habituel, Denise, ta mère est très blessée. Nous pensons que tu devrais reconsidérer la question. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ashley a appelé vers 20h. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que poster cette photo causerait des problèmes. Ce n'est pas de ta faute, lui ai-je dit. Il l'aurait découvert tôt ou tard. Ta mère a appelé ma mère, pour demander combien coûtait ton appartement. Ma mère m'a appelé, pour exiger de savoir pourquoi je ne lui avais pas dit que tu étais riche maintenant. Elle a soupiré. Cette famille est épuisante. Tu m'en diras tant. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond de mon bel appartement, la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur, et quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Je n'étais plus en colère. J'en avais simplement fini avec eux. Le lendemain matin, j'ai posté un message sur le groupe de discussion familiale. Il m'a fallu 1 heure pour l'écrire, l'effaçant et le réécrivant, jusqu'à ce que ce soit parfait. Puisqu'il semble y avoir de la confusion, permettez-moi de clarifier certaines choses. J'ai déménagé à Boston, il y a 3 ans. Personne n'a proposé de m'aider à déménager, ni ne m'a demandé comment je m'adaptais. J'ai été promu 2 fois à Boston. Personne n'a reconnu aucune de ces promotions. J'ai déménagé à Chicago, il y a 6 mois, pour un poste de directrice. Personne ne m'a posé de questions sur le déménagement, sur le travail, ni sur comment j'allais. J'ai acheté un appartement en décembre. Personne ne l'a su, jusqu'à ce qu'Ashley poste une photo la semaine dernière. Vous m'accusez maintenant d'être égoïste, pour ne pas vendre ma maison, afin de donner de l'argent à Bethany. Laissez-moi être très clair. Je ne le ferai jamais. Non pas parce que je ne me soucie pas de ma famille, mais parce que se soucier de sa famille est censé aller dans les 2 sens. Vous ne pouvez pas ignorer quelqu'un pendant des années, et ensuite exiger qu'il se sacrifie pour vous, quand ça vous arrange. J'ai passé toute ma vie d'adulte à être invisible pour cette famille, à moins que vous n'ayez besoin de quelque chose de ma part. J'en ai fini avec ça. Si vous voulez une relation avec moi, vous êtes les bienvenus pour essayer, mais cela nécessitera un effort réel, et de l'intérêt pour ma vie. Si vous cherchez juste quelqu'un pour renflouer Bethany à chaque fois qu'elle fait de mauvais choix, cherchez ailleurs. Je vous aime tous, mais je me choisis moi, maintenant. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je l'ai envoyé, j'ai mis le groupe de discussion en sourdine, j'ai bloqué le numéro de Betty, après qu'elle a envoyé 3 paragraphes d'insultes, j'ai laissé maman et papa libres de me contacter, mais j'ai mis leurs notifications en silencieux. Les jours suivants ont été calmes. Je m'attendais à moitié à une avalanche de réponses, mais il n'y a rien eu. Soit ils respectaient mes limites, soit ils parlaient de moi dans une discussion séparée, dans laquelle je n'étais pas. Probablement la deuxième option. Ashley a envoyé un SMS, standing ovation. Sérieusement, c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un dire, dans cette famille.
Marcus a appelé une fois. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Son message était bref. Et, Denise. Je crois que je te dois des excuses. On peut se parler un de ces jours? J'ai sauvegardé le message vocal. Je ne l'ai pas encore rappelé. Le travail est devenu ma priorité. Nous avons décroché 2 nouveaux clients majeurs en avril. J'ai embauché 3 analystes talentueux, qui me rappelaient moi-même, à leur âge. Affamés, brillants, sous-estimés. Je les ai encadrés de la même façon que Catherine m'avait encadré, en m'assurant qu'ils savaient que leur travail comptait. Catherine a pris l'avion pour Chicago, en mai, pour une évaluation trimestrielle. Pendant un déjeuner dans un restaurant de viande, elle a demandé « Comment gères-tu l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?» Tu as travaillé d'arrache-pied. Je n'ai pas vraiment de vie privée à équilibrer, ai-je admis. Le travail, c'est à peu près tout ce qu'il y a, en ce moment. C'est tenable à court terme, mais tu vas faire un burn-out. Elle a posé sa fourchette. J'ai fait la même chose dans la trentaine. J'ai bâti ma carrière, au détriment de tout le reste. Je ne regrette pas le succès, mais je regrette de ne pas avoir fait de place pour d'autres choses. Comme quoi? Tout ce qui te nourrit en dehors des tableurs, et des présentations. Pour moi, c'était des cours de poterie, et un club de lecture. Ça a l'air banal, mais ça m'a permis de rester humaine. Elle a souri. Tu es exceptionnellement talentueuse, Denise. Mais le talent ne signifie pas grand-chose, si tu es malheureuse. Trouve quelque chose qui te rende heureuse, en dehors de ces murs. J'ai repensé à cette conversation pendant des jours. J'ai réalisé que j'avais été tellement concentré sur le fait de faire mes preuves, de réussir, que j'avais oublié d'en profiter réellement. J'ai commencé petit, je me suis inscrite dans un studio de yoga près de chez moi, j'ai téléchargé une application de rencontre, et j'ai eu quelques rendez-vous médiocres, et un étonnamment bon, avec un avocat nommé David, qui me faisait rire, et ne semblait pas intimidé par mon travail. J'ai commencé à explorer les quartiers de Chicago, le week-end, découvrant des cafés, des librairies, et des parcs. La vie a commencé à ressembler un peu moins à une série de réalisations à débloquer, et un peu plus à quelque chose que j'étais réellement en train de vivre. En juin, Marcus a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Et, a-t-il dit, d'un ton incertain. Tu as une minute? Bien sûr. Je voulais m'excuser. M'excuser vraiment, pas juste dire des mots. Il a fait une pause. J'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit, dans ce SMS. Tu avais raison. Je t'ai prise pour acquise. Tu étais toujours juste là, à gérer tes affaires, à ne rien demander. Alors, je suppose que je me suis convaincu que tu allais bien, et que tu n'avais pas besoin d'attention, ni de soutien. Je n'allais pas bien, ai-je dit doucement. J'étais seul, et invisible. Je sais. Je le vois, maintenant. Amanda m'en a aussi parlé. Elle l'avait remarqué avant moi, elle a dit qu'à chaque fois qu'on dînait le dimanche, tu te recroquevillais sur toi-même autour de la table. Je pensais juste que tu étais silencieuse. J'étais fatigué de me battre, pour des miettes d'attention. Il a expiré. Je suis désolé, Denise. Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur frère. Je suis désolé de ne pas avoir célébré tes succès, ni de ne pas avoir pris de tes nouvelles quand tu as déménagé, ni d'avoir fait aucune de ces choses que la famille est censée faire. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Merci. Ça signifie beaucoup. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? J'aimerais vraiment en savoir plus sur ta vie. Genre, vraiment savoir. Comment est Chicago? Comment se passe le travail? Est-ce que tu vois quelqu'un? Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé de mon appartement, de mon équipe, de David, l'avocat. Il m'a parlé des difficultés à son propre travail, qu'il n'avait jamais mentionné auparavant, et de la façon dont Amanda et lui suivaient une thérapie de couple, car le fait d'avoir 3 enfants avait mis leur relation à rude épreuve, d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. C'était la première vraie conversation que nous avions depuis des années, peut-être même de toute notre vie. Maman ne parle toujours pas de toi, a-t-il dit vers la fin. Elle dit aux gens que tu traverses une phase. Papa change simplement de sujet. Et pour Bethany? Toujours à vivre à la maison, toujours avec Trevor, et elle blâme toujours tout le monde, sauf elle-même, pour ses problèmes.
Il a hésité. Elle m'a demandé de lui prêter de l'argent la semaine dernière. Et j'ai dit non. C'est la première fois que je fais ça. Comment a-t-elle réagi? Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit que j'étais en train de devenir comme toi. Il a ri. Je lui ai répondu que, si être comme toi signifiait avoir du succès et être indépendant, je prenais ça comme un compliment. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé dans mon appartement, dans la ville que j'avais choisie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas exactement du bonheur, mais de la satisfaction, de la paix. Mon téléphone a vibré. David demandait si je voulais aller dîner vendredi. J'ai dit oui. Juillet a apporté une vague de chaleur, et une nouvelle promotion. Cette fois-ci, au poste de directrice principale, avec la supervision de 5 bureaux régionaux. Mon salaire a franchi la barre des 6 chiffres, d'une manière qui a rendu mes prêts étudiants gérables, pour la première fois de ma vie. J'ai appelé mon père. C'est maman qui a répondu. C'est Denise, ai-je dit. Silence. J'ai encore été promu. Je voulais vous le faire savoir. C'est bien. Sa voix était glaciale. Je voulais aussi dire que mes limites sont toujours valables. Si tu veux une relation avec moi, tu sais ce que cela exige. Sinon, je comprends. Tu as fait honte à cette famille. J'ai dit la vérité. Si la vérité est honteuse, ce n'est pas de ma faute. Bethany pleure à cause de toi. Bethany peut m'appeler elle-même, si elle veut parler. Ne retiens pas ton souffle. Maman a raccroché. Papa a rappelé 1 heure plus tard. Ta mère est fière de toi, a-t-il dit doucement. Elle ne le dira pas, mais elle l'est. Alors, elle devrait le dire. Tu sais comment elle est. Je sais. C'est pour ça que je ne m'excuse pas. Il a soupiré. Ta promotion. Parle-moi de ça. Alors, je l'ai fait. Il a écouté, posé des questions, a semblé sincèrement intéressé. C'était déjà ça. Où t'as amené une visiteuse inattendue. Ashley a appelé depuis l'aéroport OR. Surprise. Je suis à Chicago pour le week-end. S'il te plaît, dis-moi que tu es libre pour au moins un repas. Nous nous sommes retrouvés pour un brunch, le dimanche, dans un endroit à Wicker Park. Elle avait l'air fatiguée, mais heureuse. J'ai quitté mon boulot, a-t-elle annoncé autour d'un mimosa. Quoi? Quand? La semaine dernière. J'ai donné mon préavis de 2 semaines. Je suis parti vendredi. Elle a fait un grand sourire. Je déménage à Portland. Je recommence à zéro. Tu m'as inspiré. Je t'ai inspiré à quitter ton travail? Tu m'as inspiré à arrêter de me contenter de moi. J'étais malheureuse à Sacramento, coincée dans une carrière que je déteste, entourée par une famille qui m'épuise. Te regarder simplement partir, et construire quelque chose de mieux, m'a fait réaliser que je pouvais faire la même chose. Portland, c'est génial. Tu vas adorer. Je suis terrifiée, a-t-elle admis, mais aussi excitée. Genre, pour la première fois dans ma vingtaine, je suis enthousiaste pour mon avenir. Nous avons passé l'après-midi à marcher à travers la ville, et je me suis retrouvé à lui donner des conseils, que j'avais appris à la dure, sur la façon de se créer une communauté dans un nouvel endroit, de gérer la solitude, de se faire confiance quand tout semble incertain. Tu es différente de ce que tu étais, a dit Ashley, alors que nous étions assises au bord du lac, à regarder les voiliers. Plus confiante, plus toi-même. C'est juste que je ne me fais plus toute petite. Ça te va bien. Septembre a marqué 1 an depuis que j'avais emménagé à Chicago. J'ai organisé un petit dîner dans mon appartement. David, quelques collègues qui étaient devenus des amis, un couple que j'avais rencontré au yoga. 8 personnes au total, rassemblées autour de ma table à manger, qui avaient enfin une utilité. Au moment du dessert, David a demandé comment j'avais atterri à Chicago. J'ai donné la version professionnelle, une opportunité de travail, une progression de carrière, le bon endroit au bon moment. Plus tard, alors que nous rangions ensemble, il a dit, ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déménagé ici toute seule, et tu as complètement recommencé à zéro. Il faut plus qu'une simple offre d'emploi pour ça. Ça demande soit de fuir quelque chose, soit de courir vers quelque chose.
Peut-être les deux, ai-je admis. Il a embrassé mon front. Quoi que ce soit que tu fuyais, je suis heureux que tu aies atterri ici. Octobre a apporté la première vraie vague de froid, et un email inattendu de Bethany. Je sais que tu me détestes probablement. J'ai été vraiment affreuse avec toi. Marcus m'a dit certaines choses sur ce que tu ressentais en grandissant, et je suppose que je n'avais jamais réalisé à quel point maman et papa t'ignoraient. J'ai toujours pensé que c'était facile pour toi, parce que tu étais intelligente, et que tu n'avais pas besoin d'aide comme moi. Je suis désolé de t'avoir demandé de l'argent, et de t'avoir traité d'égoïste, parce que tu ne le es pas. C'est moi qui le suis. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais te dire que je suis désolé. Je l'ai lu 10 fois, je l'ai montré à David. Qu'est-ce que tu en penses, a-t-il demandé. Je pense que c'est un début, ai-je dit. Peut-être pas assez, mais un début. J'ai répondu, merci pour tes excuses. Ça a demandé du courage. Je ne te déteste pas. Je ne peux juste plus être ton plan de secours. Si tu veux travailler à avoir une vraie relation, je suis ouverte à ça, mais ça doit être un effort mutuel. Elle a répondu, je comprends, et oui, j'aimerais bien. Thanksgiving a approché. Marcus m'a invité à dîner chez lui. En petit comité, a-t-il dit. Juste nous, Amanda, et les enfants. Maman et papa vont chez Betty. Betty cuisine pour Thanksgiving. Mon Dieu, non. Ils apportent tout. Mais elle a demandé à recevoir, et apparemment, c'est une évolution qui mérite d'être célébrée. J'ai pris l'avion pour Sacramento pendant 3 jours. J'ai rencontré le nouveau bébé de Marcus, joué avec ses enfants plus âgés, eu de vraies conversations avec Amanda, à propos du travail, de la vie, et du mariage. Cela semblait normal, ça faisait du bien. Marcus m'a conduite devant la maison de mes parents. Les lumières étaient allumées. Je n'ai rien ressenti. Ni envie, ni colère, juste de la distance. Tu pourrais t'arrêter, a-t-il suggéré. Je pourrais, ai-je dit, mais je n'en ai pas envie. C'est de bonne guerre. Noël est arrivé. Maman a envoyé une carte avec un message générique, et aucun mot personnel. Papa a inclus un chèque de 50 €, comme si j'étais encore à l'université. Je leur ai envoyé à tous les deux une carte, avec une photo de moi devant le béant de Chicago, ayant l'air heureuse et épanouie. Je l'ai signé, avec amour, Denise, avec ma nouvelle adresse imprimée au dos. Le réveillon du Nouvel An. David et moi regardions les feux d'artifice depuis les fenêtres de mon salon, la ville scintillant sous nos pieds. Qu'est-ce que tu espères pour cette année, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Il y a 1 an, j'aurais dit une autre promotion, une plus grande réussite, une nouvelle preuve de ma valeur. Maintenant, ai-je dit doucement, je veux juste continuer à construire ça, peu importe ce que c'est. J'ai fait un geste englobant la maison que j'avais créée, la vie que j'avais bâtie, la personne que j'étais devenue, tout ça, cette chose où je compte pour moi-même, que quelqu'un d'autre le remarque ou non. Il m'a attiré contre lui. Moi, je le remarque. Je sais. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Janvier a apporté une nouvelle année, un nouveau cycle d'évaluation, une nouvelle série d'augmentations et de primes. Catherine a appelé avec des nouvelles. L'entreprise s'étend sur la côte ouest, a-t-elle dit. Ils veulent quelqu'un pour établir le bureau de Seattle. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je sais que tu viens juste de t'installer à Chicago. Je sais que c'est demander beaucoup, mais Denise, tu es la meilleure personne pour ça, et honnêtement, je pense que tu adorerais Seattle. Je peux y réfléchir? Prends 1 mois. Mais sache que si tu dis oui, on parle d'un poste de vice-présidente, avec des parts dans l'entreprise, et un véritable rôle de direction. J'en ai discuté avec David, avec Marcus, avec Ashley qui a fait un appel vidéo depuis Portland, avec des opinions bien arrêtées sur le nord-ouest du Pacifique et avec ma thérapeute. Oui, j'avais commencé une thérapie. En fin de compte, la décision a été plus facile que je ne l'avais prévu. Non pas parce que je n'aimais pas Chicago, mais parce que je m'étais prouvé, à moi-même, que je pouvais construire un foyer n'importe où, et que je ne fuyais plus. Je choisissais. J'ai appelé Catherine. Oui, ai-je dit. Oui pour Seattle. Quand est-ce que je commence? Son rire était ravi. Tu vas faire des choses incroyables, Denise. Tu en as déjà fait.
Je l'ai annoncé à ma famille, c'était le groupe de discussion, que j'avais réactivé pour l'occasion. Nouvelle aventure. Déménagement à Seattle en mars, pour un poste de vice-présidente. Hâte de voir la suite. Marcus, c'est génial. Fier de toi, Serette. Ashley, Seattle. Je vais pouvoir te rendre visite tout le temps. Tellement fier de toi. Papa, félicitations, ma chérie. Maman, aucune réponse. Bethany, félicitations, Denise. C'est vraiment cool. Ce n'était pas parfait. Ça ne le serait probablement jamais, mais c'était honnête. La veille de mon départ de Chicago, j'ai parcouru mon appartement une dernière fois. Je l'avais vendu pour beaucoup plus cher que ce que je l'avais payé, le marché avait été bon avec moi. J'achetais quelque chose de plus petit à Seattle, je mettais la différence de côté, et je construisais une sécurité pour moi-même, parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai passé ma main le long du mur de briques apparentes, me souvenant de ce premier matin, où le SMS de maman était arrivé. À quel point je m'étais sentie petite, pendant un instant, avant de décider de me lever. Cet endroit avait été ma forteresse, ma preuve, mon commencement. David m'a aidé à charger les derniers cartons dans le camion de déménagement. Nous avions décidé d'essayer la relation à distance, aucun de nous n'étant encore prêt à abandonner. Ça va, a-t-il demandé. J'ai regardé en arrière vers le bâtiment, puis en avant, vers la route qui s'ouvrait devant moi. Ouais, ai-je dit. Je vais bien. Et c'était vrai, parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. On ne peut pas forcer les gens à vous voir. On ne peut voir que soi-même. Et une fois que vous le faites, une fois que vous valorisez vraiment votre propre vie, votre propre valeur, et votre propre succès, cela n'a plus aucune importance de savoir qui d'autre y prête attention. Je me suis éloigné de Chicago en conduisant vers Seattle, avec mes meubles dans un camion derrière moi, et toute ma vie devant moi. Bâti de mes propres mains, célébré par mon propre cœur. Et si personne dans ma famille ne remarquait ce déménagement non plus, ce n'était pas grave. Moi, je l'avais remarqué, et cela suffisait.